2 jours avant le 50e anniversaire de ses parents, j'ai bloqué toutes les cartes supplémentaires et fermé les comptes que ma femme utilisait. Elle leur avait fièrement promis une croisière de luxe à 100 000 $, mais elle n'en avait aucune idée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Armando. J'ai 48 ans. Je suis marié à Graciela depuis 22 ans. Et si quelqu'un m'avait dit au début que je finirais par bloquer les propres cartes de ma femme 2 jours avant une fête de famille, je lui aurais dit qu'il était fou. Parce que je ne suis pas du genre à faire des scènes. Je ne suis pas du genre à crier, à taper du poing sur la table ou à envoyer des messages de menaces à 2 heures du matin. Je suis le gars qui travaille, qui trouve des solutions, qui paie, qui se tait, qui endure, qui trouve toujours un moyen. Pendant 22 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé. J'ai résolu les problèmes. J'ai payé. Je me suis tu. J'ai enduré et j'ai trouvé un moyen. Et pendant 22 ans, ce n'était pas suffisant. Il en fallait toujours un peu plus. Il y avait toujours quelque chose à couvrir. Il y avait toujours quelqu'un qui attendait que je me pointe avec la solution. Ce matin-là, dans ce parking, avec le téléphone à la main et l'écran de la banque encore ouvert, j'ai décidé que je n'allais plus répondre présent. Du moins pas de cette façon. Du moins pas pour ça. Mais pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, il faut que je vous raconte depuis le début. Car cela n'a pas commencé avec la croisière. Cela n'a pas commencé avec les 100 000 $. Cela n'a pas commencé avec la promesse que Graciela a faite à ses parents sans me consulter. Tout cela a commencé bien plus tôt. Cela a commencé dans les premières années de notre mariage, quand les demandes étaient petites et que les justifications semblaient raisonnables. Quand je croyais encore qu'aider était la bonne chose à faire, quand je ne comprenais pas encore la différence entre aider quelqu'un et se laisser utiliser. Quand Graciela et moi nous sommes mariés, j'avais 26 ans et elle en avait 24. Nous étions jeunes. Nous étions optimistes. Je venais de trouver un emploi stable dans une entreprise de construction. Je gagnais bien ma vie pour mon âge, et j'étais très clair sur le fait que je voulais construire quelque chose de solide, une famille, une maison, un avenir. Graciela était magnifique. Elle était joyeuse. C'était l'une de ces personnes qui illuminent une pièce lorsqu'elles y entrent. Et j'étais complètement amoureux d'elle. Je n'en doute pas. Ce dont je doute, en revanche, c'est de savoir si elle a jamais été amoureuse de moi, ou si elle était amoureuse de ce que je représentais, de la stabilité, d'un revenu régulier, de la personne qui allait toujours être là pour résoudre les problèmes. Les premières années ont été bonnes. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Nous vivions de ce que je gagnais. Nous économisions un peu. Nous sortions le week-end. Nous rendions visite à sa famille. Bernardo et Hortensia m'ont toujours bien accueilli. Ils m'appelaient le gendre responsable, celui qui avait bien tourné. Et j'en étais fier. Je travaillais plus dur pour mériter ce titre, pour ne pas décevoir, pour montrer que j'étais l'homme que tout le monde pensait que j'étais. Ce que je n'ai pas vu à l'époque, ou peut-être que je l'ai vu et que j'ai choisi de l'ignorer, c'est que très tôt, Graciela a commencé à parler d'argent d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Pas de notre argent, de mon argent. Comme si ce que je gagnais était une ressource partagée qu'elle avait le droit de gérer sans demander mon avis. De petites choses au début, un achat que nous n'avions pas prévu, une dépense qu'elle justifiait par une phrase rapide, avant de passer à une autre conversation. Je ne disais rien. Je pensais que cela faisait partie de la construction d'une vie à deux. Je pensais qu'avec le temps, nous trouverions un équilibre. L'équilibre n'est jamais venu. Ce qui est venu était très différent. Et au moment où j'ai réalisé ce qui se passait vraiment, j'étais enfermé depuis des années dans un schéma dont je ne savais pas comment sortir. Un schéma qui avait grandi si lentement, si silencieusement, qu'il m'était devenu invisible jusqu'à ce matin-là, sur le parking de la banque, où j'ai tout vu avec une clarté qui m'a fait mal à la poitrine. C'étaient des années de petites décisions que Graciela prenait seule. Des années de dépenses que je découvrais plus tard sur le relevé bancaire avec une explication qui semblait toujours logique, mais sur lesquelles elle ne m'avait jamais consulté. Des années à me sentir responsable d'une vie entière qui se construisait selon les désirs de quelqu'un d'autre, pendant que je me contentais de payer la facture. Et le plus dur dans tout ça, ce n'était pas l'argent. C'était le sentiment que personne ne le voyait, que personne ne me demandait comment j'allais, que mes efforts étaient si normaux, si attendus, si tenus pour acquis, qu'ils avaient cessé d'être un mérite pour devenir une obligation.
Plus que 2 jours, l'horloge tournait encore, et j'avais déjà pris la décision la plus importante de mes 22 années de mariage. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que le monde se rende compte de ce que je savais depuis longtemps, que le puits s'était finalement tari. Le schéma avait commencé si doucement que je ne l'avais même pas reconnu comme un schéma. C'est ainsi que fonctionnent ces choses. Elles n'arrivent pas toutes d'un coup. Elles ne vous réveillent pas un matin avec une facture impossible sur la table et une personne différente à vos côtés. Elles viennent lentement, avec un sourire, avec une justification qui semble tout à fait raisonnable, avec une voix que vous connaissez, que vous aimez, que vous entendez depuis des années, et c'est pourquoi elle a le pouvoir de vous convaincre de presque n'importe quoi. La première année de notre mariage, Graciela m'a demandé d'aider son frère Valentine. Il avait eu un problème avec sa voiture. Il avait besoin de la réparer pour continuer à travailler et n'avait pas l'argent sur le moment. C'était 800 $. Je les avais. Je n'y ai pas trop réfléchi. Valentine était mon beau-frère. C'était la famille. Et en plus, la situation semblait sincère. Je lui ai prêté l'argent avec l'idée qu'il me rembourserait dans 2 ou 3 mois. Graciela m'a regardé avec ses yeux qu'elle avait quand elle était vraiment reconnaissante, ou du moins quand elle voulait en avoir l'air, et m'a dit que j'étais le meilleur homme qu'elle ait jamais rencontré. Je me suis accroché à cette phrase, je me la suis répétée plusieurs fois cette nuit-là. Ça m'a fait du bien. Ça m'a donné le sentiment que faire ce genre de choses faisait partie de ce que signifiait être un bon mari, un homme bien, une bonne personne. Valentine ne m'a jamais remboursé les 800 $. 3 mois ont passé, 6 mois ont passé, 1 an a passé. Chaque fois que j'abordais le sujet avec Graciela, elle changeait de conversation. Elle disait que Valentine traversait une période difficile, que ce n'était pas le meilleur moment pour lui mettre la pression, qu'il était son frère, que la famille ne fonctionnait pas comme ça, que si je le pressais, je donnerais une mauvaise image de moi à tout le monde. Et moi, qui ne voulais donner une mauvaise image à personne, qui ne voulait pas être le méchant de l'histoire, qui ne voulait pas que Graciela me regarde comme si j'étais un homme sans cœur, j'ai laissé tomber. 800 $. Je les ai laissés filer et j'ai continué. C'était ma première erreur. Pas de prêter l'argent, mais de ne pas le réclamer. D'apprendre, sans m'en rendre compte, que dans cette famille, l'argent que je mettais sur la table ne revenait pas. Et que si j'ouvrais la bouche pour le demander, j'étais le problème. Pas celui qui devait de l'argent, pas celui qui l'avait demandé. Moi, celui qui travaillait, celui qui gagnait, celui qui avait fait confiance. 2 ans ont passé. Graciela est venue avec une autre demande. Cette fois, c'était pour ses parents. Bernardo avait eu un problème de santé. Rien de trop grave, mais cela nécessitait une intervention que l'assurance ne couvrait pas entièrement. La différence était de 3500 $. Je les avais de côté, mais ils faisaient partie d'un fonds que nous construisions pour acheter une maison. Je l'ai dit à Graciela. Je lui ai expliqué que cet argent avait un but. Elle a écouté en silence, a hoché la tête lentement, puis m'a regardé avec une expression que je n'ai jamais oubliée. Ce n'était pas de la colère. C'était pire. C'était de la déception. Comme si je l'avais laissé tomber. Comme si protéger mes propres économies était un acte de cruauté. Elle m'a dit, Armando, c'est mon père. Ce n'est pas un étranger. C'est mon père. Et ce fut suffisant. J'ai retiré les 3500 $ et je les ai mis sur le compte de Graciela pour qu'elle puisse gérer le paiement. Bernardo s'est bien rétabli. Lors de la réunion de famille suivante, il m'a remercié en me serrant fort dans ses bras, et m'a appelé « mon fils ». Hortensia a un peu pleuré. Tout le monde était heureux, et je me suis de nouveau senti bien. Je me sentais faire partie de quelque chose. Je me sentais comme l'homme qui soutenait la famille de ses propres mains. Ce que je n'ai pas ressenti, parce que je ne voulais pas le ressentir à l'époque, c'était le signal que ce moment m'envoyait. Le signal qui disait, ils viennent d'apprendre que s'ils te présentent quelque chose d'urgent, lié à la famille, d'émotionnel, tu paieras. Sans condition, sans question, sans date de remboursement. J'ai ignoré ce signal, et le schéma a continué à grandir. La 4e année de notre mariage, Graciela a commencé à travailler dans une boutique de vêtements. Elle a tenu 4 mois et a démissionné. Elle a dit que l'environnement était toxique, que son patron la traitait mal, qu'elle méritait mieux. Je n'ai rien dit. La 6e année, elle a essayé de monter une entreprise de boulangerie avec une amie. J'ai investi 4000 $ dans le projet.
L'entreprise a fermé avant sa première année. L'ami a disparu. L'argent aussi. Graciela m'a dit que ce sont des choses qui arrivent. Que les affaires sont risquées, que l'important était d'apprendre de l'expérience. J'ai hoché la tête, j'ai remboursé les dettes qui restaient de l'entreprise, et j'ai continué à travailler. La 8e année, Valentine a de nouveau eu besoin d'argent. Cette fois, c'était plus sérieux. Il avait des dettes envers plusieurs personnes. Il était dans une situation compliquée, et Graciela m'a demandé de l'aider avec 5000 $. Je lui ai rappelé les 800 $ du début. Je lui ai demandé si Valentine en avait remboursé une partie. Elle m'a répondu que ce n'était pas le moment de ressortir les vieux comptes, que son frère avait vraiment besoin d'aide, que si je ne l'aidais pas, elle ne savait pas ce qui se passerait. Elle n'a pas dit exactement ce qui se passerait, mais son ton disait tout. Son ton disait que si je ne mettais pas cet argent, quelque chose se briserait, quelque chose entre nous, quelque chose dans la famille, quelque chose qui serait de ma faute. J'ai mis 3000 $. J'ai négocié pour descendre à ce montant. Valentine m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux, m'a promis que cette fois il me rembourserait. Il avait le même visage sérieux que lorsqu'il avait fait sa promesse la première fois. Je n'ai jamais revu cet argent. Ce que j'ai vu, au fil des ans, c'est que chaque fois que j'essayais de fixer une limite, la réaction de l'autre côté était toujours la même. D'abord venait la justification, puis l'émotion, puis la pression. Et si j'endurais ces 3 phases sans céder, venait le silence. Le silence glacial de Graciela, qui pouvait durer des jours, qui remplissait la maison d'une tension que je ne savais pas comment gérer, et qui se terminait presque toujours par moi qui allais vers elle, moi qui demandais à parler. Moi qui cédais d'une manière ou d'une autre pour que les choses reviennent à la normale. C'était ça la dynamique. Je fixais une limite, elle l'ignorait, je cédais. Elle faisait un autre pas en avant. Et c'est ainsi que, d'année en année, ce qui avait commencé avec 800 $ s'est transformé en quelque chose de bien plus grand, un mode de vie, une attente, un système dans lequel je produisais et les autres consommaient. Et personne n'appelait ça de l'abus, car c'était enveloppé de mots comme famille, amour, soutien et sacrifice. J'ai travaillé plus dur que jamais pendant ces années. J'ai changé 2 fois d'entreprise à la recherche de meilleurs revenus. J'ai pris des projets supplémentaires le week-end. J'ai réduit mes propres dépenses au strict minimum. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements pendant des années. J'ai gardé la même voiture pendant près d'une décennie. Pendant ce temps, Graciela renouvelait sa garde-robe à chaque saison. Elle voyageait avec sa mère 2 fois par an. Elle a offert quelques petites choses de plus à Valentine en utilisant la carte supplémentaire que je lui avais donnée pour les dépenses du foyer. Je l'ai découvert plus tard, en examinant les relevés de dépenses que je n'avais jamais autorisés. Quand je lui en ai parlé, elle a dit que j'exagérais, que c'était de petites choses, que je trouvais toujours matière à me plaindre. J'ai stocké cette conversation quelque part dans ma mémoire. Je ne l'ai pas oubliée. Je n'ai jamais oublié aucune de ces conversations. Je les ai toutes gardées, une par une, dans un endroit où je ne laissais entrer personne. Et j'ai continué à travailler. J'ai continué à me taire. J'ai continué à être le gendre responsable, le mari fiable, l'homme qui trouvait toujours une solution. Jusqu'au soir du dîner, le soir où tout a changé. Le soir où Graciela, avec son sourire le plus confiant et sa voix la plus ferme, a annoncé devant toute la famille qu'elle allait offrir à ses parents le voyage de leur rêve. Une croisière de luxe, 15 jours en Méditerranée, 100 000 $. Et elle l'a dit comme si cet argent était déjà à elle, comme si j'avais déjà dit oui, comme si mes 22 années de travail, de silence, d'endurance lui avaient donné le droit de disposer de ce que j'avais construit sans même me regarder. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai levé mon verre. Quand tout le monde a trinqué, j'ai serré Bernardo dans mes bras. J'ai embrassé Hortensia sur la joue. Et à l'intérieur de moi, quelque chose qui tenait bon depuis des années a fini par lâcher. J'avais déjà pris ma décision, il ne le savait juste pas encore. Le dîner avait eu lieu chez Bernardo et Hortensia. Une grande maison, bien décorée, avec une table qu'Hortensia dressait toujours comme s'il s'agissait d'une occasion spéciale, même si c'était un mardi ordinaire. Ce jour-là, ce n'était pas un mardi ordinaire. C'était la réunion qu'ils avaient organisée pour commencer à parler des célébrations des noces d'or. 50 ans, un demi-siècle ensemble. Et toute la famille était là, assise autour de cette table, les assiettes pleines et les verres levés, célébrant quelque chose qui n'était pas encore arrivé,
mais qu'il sentait déjà inévitable. Je suis arrivé fatigué. J'avais eu une longue semaine de travail, un projet qui s'était compliqué ces derniers jours, et la dernière chose que je voulais, c'était m'asseoir et planifier une célébration dont je me doutais déjà qu'elle finirait par me coûter de l'argent. Je ne sais pas si je m'en doutais vraiment ou si je savais simplement trop bien comment fonctionnaient ces réunions. Elles se terminaient toujours de la même manière. Il y avait toujours un moment où les yeux de Graciela trouvaient les miens à travers la table, avec ce mélange de tendresse et d'attente que j'avais appris à lire comme un signal d'alarme. Ce soir-là ne fit pas exception. Ce fut même bien pire. Nous en étions entre le plat principal et le dessert quand Graciela s'est levée. Ce n'était pas prévu, ou du moins, ça n'en avait pas l'air. Elle s'est levée lentement, son verre à la main, et a demandé l'attention de tout le monde avec un calme que je reconnais aujourd'hui, avec le recul, comme quelque chose de répété. Elle avait réfléchi à ce moment. Elle l'avait construit. Elle avait choisi ce décor, cette table, ces personnes pour faire ce qu'elle s'apprêtait à faire, d'une manière qui m'empêcherait de dire non sans passer pour le méchant devant tout le monde. Elle a commencé par parler de ses parents, de tout ce qu'ils avaient représenté pour elle, des sacrifices qu'ils avaient faits pour leur offrir, à elle et à Valentine, une belle vie, de la façon dont Bernardo avait travaillé sans relâche pendant des décennies. Et dont Hortensia avait été le pilier silencieux de la famille. Elle a parlé magnifiquement. Je dois l'admettre, Graciela a toujours su parler magnifiquement. Les mots coulaient d'elle avec une aisance que j'ai mis des années à trouver. Et quand elle voulait émouvoir quelqu'un, elle le faisait sans effort apparent. J'ai vu Hortensia porter sa main à sa poitrine. J'ai vu Bernardo cligner des yeux plus que d'habitude. J'ai vu Valentine acquiescer avec ce regard de fils reconnaissant qu'il n'adoptait que lorsque ça l'arrangeait. Et puis Graciela a prononcé les mots qui ont tout changé. Elle a dit que pour célébrer ce demi-siècle d'amour, elle voulait leur offrir le cadeau le plus spécial de leur vie, une croisière de luxe en Méditerranée. 15 jours sur l'un des navires les plus exclusifs qui existent. Cabine de première classe, excursion privée, dîner de gala, tout compris. Et elle a mentionné le chiffre avec un naturel que je trouve encore incroyable, 100 000 $. Elle l'a dit comme ça, sans baisser la voix, sans hésiter, comme si c'était une somme tout à fait raisonnable pour quelqu'un dans notre situation. Comme si cet argent existait déjà quelque part et n'attendait qu'à être utilisé. Toute la table a explosé de joie. Hortensia a pleuré ouvertement. Bernardo s'est levé pour étreindre sa fille. Valentine a applaudi. Les autres membres de la famille présents se sont regardés avec des expressions d'étonnement et d'admiration. Et au milieu de toute cette agitation, d'émotion et de gratitude, Graciela m'a cherché des yeux, m'a regardé directement et a souri. Ce n'était pas un sourire d'amour. C'était un sourire de victoire. J'ai levé mon verre, je lui ai souri en retour. À l'extérieur, j'étais le mari fier, l'homme généreux, celui qui rendait ce moment possible. À l'intérieur, j'étais complètement différent. À l'intérieur, j'étais un homme qui venait de comprendre, avec une clarté brutale et définitive, qu'il était utilisé depuis des années. Ce sourire n'était pas celui d'une femme qui aimait son mari. C'était celui de quelqu'un qui avait appris que je cédais toujours, que je trouvais toujours une solution, que je n'allais jamais faire d'esclandre devant la famille, qu'elle pouvait s'engager sur 100 000 $ qui n'étaient pas à elle parce qu'elle savait. Avec une certitude qui me faisait mal à admettre, que j'allais payer. Sur le chemin du retour, nous n'avons pas beaucoup parlé. Graciela était de bonne humeur. Elle parlait des détails de la croisière, de la cabine qu'ils allaient réserver, du moment où ils devaient effectuer le paiement pour garantir les dates. Je conduisais et répondais par monosyllabes. Elle n'a rien remarqué, ou si elle a remarqué, elle s'en fichait. Elle était trop occupée par sa propre célébration intérieure pour prêter attention à ce que je pouvais ressentir. Cette nuit-là, quand elle s'est endormie, je suis resté éveillé à regarder le plafond, à faire des calculs qui n'étaient pas seulement financiers. 100 000 $ était une somme que je pouvais réunir. Oui, pas facilement, mais je pouvais. J'avais des économies. J'avais de petits investissements que j'avais accumulés avec des années de discipline. Je pouvais liquider certaines choses et rassembler cet argent. Mais ce n'était pas ça qui m'empêchait de dormir. Ce qui m'empêchait de dormir, c'était la question que je n'avais pas osé me poser depuis longtemps. La question qui avait été enfouie sous des années de travail, de silence, de concession et d'endurance, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allais-je continuer à être le puits auquel tout le monde s'abreuvait sans demander si l'eau s'épuisait?
Jusqu'à quand allais-je être l'homme qui payait les conséquences des décisions prises par les autres? Jusqu'à quand allais-je rester silencieux pendant que Graciela faisait des promesses en mon nom, dépensait en mon nom, disposait de mon travail et de mes efforts comme s'il lui revenait de droit? Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau, et je suis resté debout devant la fenêtre à regarder la rue sombre. Et dans ce silence, sans drame, sans larmes, sans le moindre geste théâtral, j'ai pris ma décision. Pas en une seconde. Ce n'était pas un moment d'illumination soudaine. C'était plutôt comme quand on accepte enfin quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais qu'on ne voulait pas voir. C'était comme lâcher un poids que je portais depuis si longtemps que je ne sentais même plus que c'était un poids. Cela faisait simplement partie de moi. Et soudainement, je ne voulais plus que cela fasse partie de moi. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude, j'ai salué mes collègues, j'ai assisté à mes réunions, j'ai mangé seul à mon bureau, et à 15 heures, sous prétexte d'une course que je devais faire en personne, j'ai quitté le bureau et je suis allé à la banque. J'ai parlé avec le conseiller qui me connaissait depuis des années. Je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Il n'a pas posé trop de questions. C'était son travail, pas sa vie. Et en moins d'une heure, tout était fait. Les cartes supplémentaires bloquées, le compte de dépenses partagé fermé, l'accès que Graciela avait à mes comptes annulés, chaque fil qui la reliait à mes finances coupé. Net, définitif, sans aucune possibilité d'être inversé par un appel de 5 minutes ou par un visage déçu de l'autre côté de la table. Je suis sorti de la banque et je suis resté un moment sur le trottoir. Le soleil était fort. Les gens passaient à côté de moi sans me regarder. Personne ne savait ce qui venait de se passer. Personne ne savait que cet homme de 48 ans, en costume de travail et avec un visage de personne ordinaire, venait de changer le cours de sa propre vie d'une manière qui n'avait pas encore de nom, mais qui semblait déjà irréversible. J'ai marché jusqu'à la voiture, je m'y suis assis, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié mes messages. Graciela m'en avait envoyé 3. Un pour me demander à quelle heure je rentrerais, un autre pour me dire qu'elle avait parlé à l'agence de voyage et qu'il devait confirmer la réservation avant vendredi, et un dernier avec le numéro de compte vers lequel le virement devait être fait pour bloquer les dates de la croisière. Un virement de 100 000 $ avant vendredi, dans 2 jours. J'ai rangé mon téléphone sans répondre. J'ai démarré la voiture, et en rentrant chez moi, j'ai pensé à Bernardo et Hortensia. J'ai pensé à leurs 50 ans ensemble, à ce que cela signifiait vraiment d'atteindre ce stade avec une autre personne, au travail silencieux qui se cache derrière un demi-siècle de mariage. Je les respectais. Je les respectais vraiment. Ce qui allait se passer n'était pas contre eux. C'était contre le système qui s'était construit à mes dépens pendant trop longtemps. C'était contre l'idée que mon travail, mes efforts et mon argent puissent être promis à des tiers sans mon consentement, comme si j'étais un outil et non une personne. Je suis arrivé à la maison. Graciela était dans le salon, son téléphone à la main, parlant avec animation de quelque chose en rapport avec la croisière. Elle m'a salué sans lever les yeux. Je lui ai répondu, je vais me changer. Je me suis assis dans la chambre un moment, en silence, écoutant sa voix venant du salon. Cette voix que j'avais aimée, que j'avais cessé d'aimer à un certain moment sans pouvoir déterminer l'instant exact où cela s'était produit. Demain, elle irait à l'agence. Demain, elle essaierait de payer. Et demain, elle découvrirait que le puits était à sec. Plus qu'un jour. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne sais pas si ça dit quelque chose de bon ou de mauvais sur moi. Je suppose que cela veut dire que j'avais pris une décision en suspens depuis trop longtemps. Et que le corps, lorsqu'il se libère enfin d'un fardeau qu'il a porté trop longtemps, se repose d'une manière qui n'a rien à voir avec le bonheur, mais qui a beaucoup à voir avec la paix. Je n'étais pas heureux. J'étais en paix. Et à ce moment-là, cette distinction m'a semblé être la chose la plus importante au monde. Graciela s'est levée de bonne humeur, a préparé du café, a chanté quelque chose à mi-voix en cherchant ses affaires, et m'a demandé si je voulais quelque chose pour le petit déjeuner avant d'aller travailler. J'ai dit non, que j'étais pressé. Elle n'a pas insisté. Elle était dans son propre monde, dans cette bulle d'enthousiasme que la promesse faite au dîner avait construite pour elle. Elle parlait de la croisière comme si elle était déjà en train de se dérouler, comme si elle se tenait déjà sur le pont du navire avec le vent dans le visage et la Méditerranée en toile de fond. Elle m'a parlé des ports qu'ils allaient visiter, des excursions qu'elle avait recherchées, de la cabine qu'elle avait choisie pour ses parents, avec vue sur la mer, tout compris, avec service de majordome privé.
Tout cela dit avec cette légèreté de quelqu'un qui dépense de l'argent qu'il n'a pas gagné. Je l'ai écouté, j'ai hoché la tête au bon moment, j'ai fini mon café. J'ai pris mes clés et ma mallette, et avant de partir, je lui ai souhaité une bonne journée. Elle m'a envoyé un baiser de la cuisine. J'ai fermé la porte. Dans la voiture, avant de démarrer, je suis resté immobile un instant. Je n'hésitais pas. Je veux que ce soit clair. Il n'y avait aucune partie de moi qui reconsidérait ce que j'avais fait la veille. Ce qu'il y avait, c'était plutôt la pleine conscience que cette journée allait être différente, que quelque chose allait se briser avant la fin de celle-ci, et que je devais être préparé aux conséquences. Non pas parce que je le regrettais, mais parce que les conséquences font partie de toute vraie décision. Et c'était une décision très réelle. Je suis allé travailler. J'ai fait mon travail. Mais contrairement à la veille, ce jour-là, je n'étais pas calme. Pas parce que j'avais des doutes, mais parce que je savais que le moment approchait. Graciela avait dit qu'elle irait à l'agence de voyage l'après-midi pour formaliser la réservation. Elle avait dit que le paiement devait se faire en personne ou par virement direct, et qu'elle préférait y aller en personne pour s'assurer que tout était correctement enregistré. C'était tout elle. Quand elle dépensait de l'argent qui n'était pas à elle, elle le faisait avec une minutie qu'elle n'appliquait jamais à rien d'autre dans sa vie. À 14 heures, le premier message est arrivé. Il venait de Valentine, pas de Graciela. De Valentine, il disait « Salut, Armando. Graciela vient de m'appeler de l'agence. Elle dit « Il y a un problème avec la carte. Tout va bien de ton côté ?» Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu 2 fois. J'ai rangé mon téléphone sans répondre. 3 minutes plus tard, le message de Graciela est arrivé. Ce n'était pas un message normal. C'était une chaîne de messages, envoyés l'un après l'autre, en l'espace de 2 minutes, qui peignaient parfaitement la scène qui se déroulait dans cette agence de voyage sans que je sois présent. Le premier disait « Armando, la carte ne passe pas. Ça doit être une erreur du système. Tu peux appeler la banque ?» Le deuxième « Sérieusement, j'ai besoin que tu appelles maintenant. Je suis là avec les gens et c'est très gênant. » Le troisième « Armando, s'il te plaît, réponds. J'essaie avec les 2 cartes et les 2 échouent. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le quatrième « Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? » Le cinquième, envoyé tout en majuscules, « Armando, j'ai besoin que tu m'appelles maintenant. » Je les ai tous lus. Je les ai lus calmement, assis à mon bureau, la porte fermée, et je n'ai répondu à aucun. Pas parce que je voulais la faire souffrir. Ce n'était pas ça. C'était parce que tout ce que je pourrais dire à ce moment-là se transformerait en négociation, et je ne voulais pas négocier. J'avais suffisamment négocié au cours des 22 dernières années. Cette fois, il n'y avait rien à négocier. À 15h15, elle m'a appelé. J'ai laissé sonner. À 15h16, elle a rappelé. À 15h20, elle a appelé une 3e fois. Après ce 3e appel, le téléphone est resté silencieux pendant près de 20 minutes. Ces 20 minutes de silence m'en disaient plus que n'importe quel message. Elle me disait que Graciela avait quitté l'agence, qu'elle était probablement dans la voiture, qu'elle digérait ce qui s'était passé, qu'elle construisait la version des faits qu'elle allait utiliser en rentrant à la maison. À 16h10, un message différent est arrivé. Plus calme, plus calculé. Il disait « Armando, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle quand tu rentreras. Je ne t'attaque pas. Je veux juste comprendre. S'il te plaît, préviens-moi quand tu pars du travail. » Je l'ai lu. J'ai reconnu le ton. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je baisse ma garde. Quand elle voulait que je rentre à la maison en me sentant coupable de quelque chose qu'elle avait provoqué. C'était le ton de la conversation raisonnable qui finissait toujours par moi m'excusant pour des choses que je n'avais pas faites de mal. Ce ton ne fonctionnait plus, mais ce n'était pas encore le moment de le dire. J'ai quitté le travail à l'heure habituelle. J'ai conduit jusqu'à la maison sans me presser. Je me suis arrêté à une station-service pour acheter de l'eau. Je suis arrivé exactement à l'heure où j'arrivais toujours. J'ai mis la voiture dans le garage, je suis entré par la porte de la cuisine, et Graciela était là, assise à la table, son téléphone devant elle, avec une expression qui mêlait confusion, agacement, et quelque chose qui se voulait être de la sérénité, mais qui n'en était clairement pas. Elle m'a regardé quand je suis entré. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle a attendu que je pose mes clés,
que j'enlève ma veste, que je m'assois en face d'elle. Elle avait planté le décor. Elle avait mis 2 verres d'eau sur la table. Elle voulait que ça ressemble à une conversation entre adultes. Elle voulait avoir l'air d'être la partie raisonnable dans ce mariage. Puis elle a parlé. Elle m'a dit qu'elle était allée à l'agence et que les cartes n'avaient pas fonctionné. Qu'elle avait essayé avec 3 cartes différentes. Qu'elle avait passé 1 heure là-bas, devant les agents de voyage, sans pouvoir payer, et que ça avait été l'une des situations les plus embarrassantes de sa vie. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Elle m'a demandé s'il y avait un problème avec les comptes. Elle m'a demandé si je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je l'ai regardée en silence un instant, puis je lui ai dit que oui, je savais quelque chose qu'elle ignorait, que les cartes supplémentaires étaient bloquées, que le compte partagé était fermé, que tous les accès à mes finances qu'elle avait eus pendant des années n'existaient plus. Le silence qui a suivi a duré peut-être 5 secondes, mais il a semblé beaucoup plus long. Puis son visage a changé. La sérénité préparée a disparu. Ce qui restait en dessous était quelque chose de plus authentique et, d'une certaine manière, de plus honnête que tout ce qu'elle m'avait montré depuis longtemps. C'était un mélange d'incrédulité, de colère contenue, et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas la peur de me perdre. La peur de perdre l'accès. La peur que le système qui avait si bien fonctionné pendant si longtemps ait soudainement cessé de fonctionner. Elle m'a demandé pourquoi, avec un seul mot, pourquoi. Et je lui ai répondu que c'était parce que, pendant 22 ans, j'avais payé pour des décisions que je n'avais pas prises, couvert des dettes que je n'avais pas générées, financé des promesses que je n'avais pas faites. Et que le jour où elle s'était levée devant toute sa famille pour promettre 100 000 $ qui étaient à moi sans rien me demander, quelque chose en moi avait décidé que ça suffisait. Elle a ouvert la bouche pour répondre, l'a refermée, l'a rouverte. Elle a dit que j'exagérais. Que c'était une célébration spéciale, que ses parents méritaient ce cadeau après 50 ans, que je trouvais toujours une solution, que cela n'avait jamais été un problème avant, qu'elle ne comprenait pas pourquoi maintenant, juste maintenant, j'avais décidé de devenir une personne différente. Et elles étaient là. Toutes les phrases que je connaissais par cœur, que j'exagérais, que c'était juste pour cette fois, que j'avais toujours pu le faire avant. Comme si ma capacité à payer était une obligation permanente et non un choix. Comme si le fait que j'ai dit oui pendant des années faisait de moi quelqu'un qui ne pouvait pas dire non. Je lui ai demandé combien Valentine avait remboursé des 3 000 $ de la 8e année. Elle m'a regardé sans répondre. Je lui ai demandé combien nous avions récupéré des 4 000 $ de l'entreprise de boulangerie. Elle est restée silencieuse. Je lui ai demandé si elle se souvenait de la dernière fois qu'elle avait contribué financièrement à quoi que ce soit dans cette maison. Ce silence-là était différent, plus lourd, plus inconfortable. Puis elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle m'a dit que je ne lui avais jamais dit que c'était un problème. Que si j'avais parlé avant, les choses auraient été différentes. Qu'elle n'était pas télépathe. Que c'était aussi de ma faute si je n'avais pas posé de limite avant. Et le plus dur à entendre dans cette phrase n'était pas l'accusation. C'était qu'il y avait une part de vérité là-dedans. J'étais resté silencieux trop longtemps. J'avais laissé ce schéma grandir sans l'arrêter. Mais cette vérité partielle ne rendait pas ce qu'elle avait fait juste pour autant. Cela ne transformait pas des années de dépenses irresponsables en quelque chose que je devais continuer à financer. Cela ne transformait pas la promesse publique de 100 000 $ en quelque chose que j'étais obligé d'honorer. Je lui ai dit ça exactement, calmement, sans élever la voix, sans taper sur la table. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que j'aurais dû parler plus tôt, que c'était quelque chose avec lequel je devrais vivre. Mais que son irresponsabilité n'était pas une conséquence de mon silence. Que personne ne l'avait forcé à promettre une croisière à 100 000 $ sans me consulter, que c'était sa décision, et que les décisions ont des conséquences. Graciela m'a regardé pendant un long moment, puis d'une voix qui avait baissé de plusieurs tons, elle m'a demandé ce qui allait se passer pour la fête de ses parents, ce qu'elle allait dire à sa famille, comment elle allait expliquer que le cadeau qu'elle avait promis n'allait pas exister. Je lui ai dit que c'était un problème qu'elle avait créé et qu'elle allait devoir le résoudre. Elle s'est levée de table, a pris son téléphone et est allée dans la chambre sans rien dire de plus. Je suis resté assis dans la cuisine, en silence, avec les 2 verres d'eau qu'elle avait posés sur la table, toujours intacts. Dehors, le soleil se couchait. Plus qu'un jour avant les noces d'or. Et à l'intérieur de cette maison, quelque chose qui avait mis 22 ans à se briser s'était finalement brisé. Cette nuit-là, Graciela n'est pas sortie de la chambre.
Je suis resté dans le salon, j'ai allumé la télévision sans la regarder, et j'ai continué à repenser à tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Pas avec des regrets, mais avec ce sentiment étrange de quelqu'un qui vient de franchir une ligne dont il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière. Il y avait quelque chose de libérateur là-dedans, et en même temps de profondément triste. Car peu importe depuis combien de temps vous savez que quelque chose cloche, quand vous le nommez enfin à haute voix, quand vous le mettez enfin sur la table sans fioriture ni justification, la réalité de ce que vous avez vécu devient impossible à ignorer. Et cette réalité fait mal. Non pas parce que la décision est mauvaise, mais parce que cela signifie que les années passées en silence ne reviendront pas. Je me suis endormi sur le canapé. Ce n'était pas une décision dramatique. Je n'avais simplement pas envie de bouger. Et à un moment donné, entre minuit et 3 heures du matin, le sommeil m'y a trouvé, avec la télévision toujours allumée à faible volume et mon téléphone sur la poitrine. Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. La maison était silencieuse. Je me suis levé, je suis allé dans la salle de bain, je me suis préparé pour le travail avec les mouvements automatiques de quelqu'un qui fait la même chose à la même heure depuis des décennies. Quand je suis passé devant la porte de la chambre, elle était fermée. Je n'ai rien entendu à l'intérieur. Je n'ai pas frappé. J'ai pris mes affaires et je suis parti. C'était le jour des noces d'or. J'avais été clair là-dessus depuis mon réveil. Ce jour-là, à un moment ou à un autre, Bernardo et Hortensia allaient découvrir que la croisière n'existait pas. Que la promesse que leur fille avait faite devant toute la famille était une promesse qui n'avait jamais eu de substance réelle. Que les 100 000 $ que Graciela avait annoncés avec tant de confiance n'étaient pas disponibles, car il n'avait jamais été à elle pour qu'elle puisse les promettre. Je n'éprouvais aucune satisfaction à cela. Je veux être honnête, ce n'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas que Bernardo et Hortensia passent leur anniversaire de mariage avec une déception sur le dos. Ils ne m'avaient rien fait directement. C'étaient des personnes âgées qui avaient travaillé toute leur vie et qui méritaient de célébrer ce moment avec dignité. Mais il était également vrai qu'ils avaient participé, consciemment ou inconsciemment, à un système dans lequel j'étais celui qui payait toujours, sans que personne ne se demande si c'était juste. Et les conséquences de ce système ne pouvaient pas retomber sur moi seul. Je suis arrivé au travail, j'ai posé mon téléphone face contre le bureau. Je savais que les messages allaient commencer à un moment donné, et je voulais avoir quelques heures de vrai travail avant d'affronter ce qui m'attendait. J'ai travaillé avec une concentration que je n'avais pas eue depuis des semaines. Il y a quelque chose, quand on a les idées claires, qui libère une énergie qui était auparavant dépensée à portée de l'ambiguïté. Le premier message est arrivé à 11h40 du matin. Il venait de Valentine. Il disait, « Armando, il faut qu'on parle. Graciela m'a dit ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de mes parents, et on ne peut pas en rester là. Appelle-moi. » Je l'ai lu. Je ne l'ai pas appelé. 10 minutes plus tard, un autre message de Valentine est arrivé, « Écoute, je comprends s'il y a un problème entre toi et Graciela, mais mes parents n'y sont pour rien. Ils attendent ce voyage. Ils sont déjà au courant. Ils sont déjà enthousiastes. Tu ne peux pas leur faire ça. » Il y avait là la phrase qui transforme le responsable en victime et la victime en coupable. Ils sont déjà au courant. Ils sont déjà enthousiastes. Comme si le fait que Graciela ait créé une attente chez ses parents sans mon consentement était maintenant ma responsabilité émotionnelle. Comme si je devais payer 100 000 $ pour ne pas décevoir des gens qui avaient été déçus par leur propre fille, pas par moi. J'ai répondu à Valentine par un seul message. J'ai dit, « Valentine, je n'ai promis aucune croisière. Graciela a promis quelque chose qui n'était pas à elle pour le promettre. C'est ça le problème. Et c'est un problème qu'elle doit résoudre. » Il n'a pas répondu immédiatement. J'ai supposé qu'il montrait le message à quelqu'un, probablement à Graciela, ou peut-être qu'ils étaient tous ensemble chez leurs parents en train d'essayer de trouver un plan d'urgence. À 13h, un numéro que je n'avais pas enregistré m'a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 10 minutes plus tard, j'ai écouté le message. C'était Hortensia. Sa voix sonnait différemment de la façon dont je m'en souvenais. Plus petite, plus fragile, sans la chaleur des dîners de famille. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se mêler des problèmes de sa fille avec son mari. Que c'était leurs affaires, mais que s'il y avait un malentendu avec l'argent, s'il nous plaisait de le résoudre entre nous, car Bernardo et elle n'avaient besoin d'aucun voyage luxueux. Que l'important,
c'était que la famille aille bien. Et à la fin, presque dans un murmure, elle a dit qu'elle espérait que je viendrais à la fête ce soir-là. J'ai écouté ce message 2 fois, et la deuxième fois, quelque chose en moi a bougé. Pas assez pour changer ce que j'avais décidé, mais assez pour me rappeler que derrière tout ça, il y avait de vraies personnes qui n'avaient pas demandé à être au milieu de ce gâchis. J'ai répondu à Hortensia par un message vocal. Je lui ai dit que je la respectais beaucoup, que je les avais toujours sincèrement aimés, elle et Bernardo, que ce qui se passait n'était pas contre eux. Que s'il y avait une fête ce soir-là, j'y serais, mais que la croisière était une affaire entre Graciela et moi, et que je n'allais pas la résoudre avec de l'argent qui ne devait pas être dépensé de cette façon. Elle n'a pas répondu. J'ai supposé que c'était suffisant. À 15 heures, Graciela m'a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix sonnait différemment de la veille. Elle était passée d'une froideur calculée à quelque chose que j'ai reconnu comme du vrai désespoir. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à l'agence, que la réservation serait annulée si le paiement n'était pas effectué le jour même, que ses parents étaient déjà au courant de la croisière et qu'ils étaient excités. Que si le voyage n'avait pas lieu, ce serait une humiliation pour toute la famille. Elle m'a demandé de reconsidérer ma décision. Elle a utilisé le mot « s'il te plaît » plusieurs fois, plus de fois que je ne l'avais entendu l'utiliser depuis des années. Je lui ai demandé combien d'argent elle avait sur son compte personnel. Silence. Je lui ai redemandé. Je lui ai dit que si cette croisière était si importante pour elle, elle devrait la payer avec son propre argent. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas 100 000 $. Qu'elle n'avait jamais géré ce genre de somme. Que c'était pour ça qu'ils étaient ensemble. Que c'était moi qui gagnais bien ma vie. Qu'elle avait eu confiance que je la soutiendrais comme je l'avais toujours fait. Et c'était encore là, comme je l'avais toujours fait. Comme si mon historique à payer pour tout ce qu'elle promettait était un contrat à durée indéterminée que j'avais signé sans le lire. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle n'avait pas 100 000 $. Je lui ai ensuite demandé pourquoi elle avait promis quelque chose qui coûtait 100 000 $ sans me le demander. Je lui ai demandé ce qui lui était passé par la tête à ce moment-là. Si elle avait pensé à moi. Si elle avait pensé à ce que j'avais construit avec des années de travail pour qu'elle puisse le promettre lors d'un dîner de famille sans même me regarder. Autre silence. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Pas parce que c'était nouveau, mais parce que c'était la première fois qu'elle le disait à haute voix avec autant de clarté. Elle m'a dit que je n'avais jamais refusé auparavant. Que j'avais toujours trouvé un moyen, qu'elle avait appris à avoir confiance que je résoudrais les problèmes, qu'il n'était pas juste que je change les règles maintenant, au pire moment possible. Les règles. C'est comme ça qu'elle les a appelées, les règles. Je lui ai dit que les règles qu'elle décrivait, je n'y avais jamais consenti. Que personne ne m'avait demandé si j'étais d'accord pour être le financier permanent de sa famille. Que ce qu'elle appelait des règles, j'appelais ça un schéma qui s'était installé parce que j'avais été trop patient et trop lâche pour l'arrêter avant. Et qu'elle avait raison sur le fait que j'aurais dû l'arrêter plus tôt, mais que cela ne rendait pas les règles justes. Cela signifiait simplement qu'il m'avait fallu trop de temps pour le reconnaître. Elle m'a dit que je l'abandonnais juste au moment où elle avait le plus besoin de moi. Je lui ai dit que je ne l'abandonnais pas, que j'étais toujours son mari. Que si elle voulait que j'aille célébrer avec sa famille ce soir-là, j'irais, mais que l'argent pour la croisière n'allait pas apparaître, et que la façon dont elle expliquerait ça à ses parents était de sa responsabilité, pas de la mienne. Elle a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main dans le parking de mon travail, regardant l'écran s'éteindre. J'ai pensé à la soirée qui s'annonçait, à la maison de Bernardo et Hortensia, aux tables dressées avec la même minutie que d'habitude, au visage de la famille quand ils réaliseraient que le grand cadeau n'existait pas. À Valentine me cherchant des yeux à l'autre bout de la pièce, à Graciela essayant de gérer la situation avec la même habileté verbale qu'il avait toujours sorti des problèmes qu'elle créait elle-même. Et j'ai pensé à moi-même. À l'homme qui avait décidé 2 jours plus tôt, sur le parking d'une banque, que ça suffisait. À cet homme qui s'était assis là, moteur coupé, les mains toujours sur le volant, sachant que ce qu'il s'apprêtait à faire changerait tout. Cet homme, c'était toujours moi. Et cet homme allait se rendre à cette célébration ce soir-là, non pas pour faire une scène, non pas pour régler ses comptes en public, mais parce que Bernardo et Hortensia méritaient qu'il soit là. Et parce que le moment était venu pour que les conséquences des décisions de Graciela retombent exactement là où elles devaient retomber. J'ai démarré la voiture, j'ai mis mon téléphone sur silencieux. Cette nuit-là, tout allait être mis en lumière. Je suis arrivé chez Bernardo et Hortensia à 19 h.
Le même que d'habitude, avec la même voiture que d'habitude, avec le même visage que d'habitude. Personne, en me voyant arriver, n'aurait remarqué quoi que ce soit de différent. C'était quelque chose que j'avais appris à faire très bien au fil des ans, maintenir les apparences, entrer dans une pièce, et sembler être exactement ce que l'on attendait de moi. Le gendre fiable, le mari présent, l'homme qui arrivait toujours. La maison était pleine. Des proches que je n'avais pas vus depuis longtemps étaient venus. Des cousins de Graciella, une tante d'Hortensia qui vivait dans un autre état, des voisins de toujours, des amis de Bernardo de l'époque où il travaillait. C'était une grande réunion bruyante, avec une musique de fond et l'odeur de la nourriture qu'Hortensia préparait depuis tôt le matin. Dans n'importe quelle autre circonstance, ça aurait été une belle soirée. Dans n'importe quelle autre circonstance, je serais entré avec une bouteille de vin, j'aurais serré Bernardo dans mes bras, j'aurais plaisanté avec quelqu'un dans la cuisine, et je me serais assis pour profiter de la soirée sans trop réfléchir. Mais ce n'était pas n'importe quelle autre circonstance. Bernardo m'a accueilli à la porte. C'était un homme imposant, de presque 75 ans, avec les mains fortes de quelqu'un qui avait travaillé avec toute sa vie et une façon de regarder les gens qui m'avait toujours semblé honnête. Il m'a serré la main fermement, comme toujours. Il m'a dit qu'il était heureux de me voir, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas pu lire immédiatement. Ce n'était pas la simple joie habituelle. Il y avait quelque chose en dessous, une question qu'il n'avait pas encore posée à haute voix. Je suis entré. J'ai cherché Graciella. Elle était au fond du salon, parlant à sa tante avec un verre à la main et un sourire que j'ai reconnu comme son sourire d'urgence, celui qu'elle affichait quand elle gérait une situation difficile et qu'elle avait besoin que personne ne s'en rende compte. Elle m'a vu quand je suis entré. Nos yeux se sont croisés une seconde. Elle ne s'est pas avancée vers moi. Je ne me suis pas avancé vers elle non plus. Valentine était dans la cuisine. Quand il m'a vu, il s'est approché avec cette démarche qui m'avait toujours semblé trop désinvolte pour être sincère. Il a posé une main sur mon épaule et m'a parlé à voix basse. Il m'a dit qu'ils avaient déjà parlé à leurs parents, qu'ils avaient expliqué que la croisière devrait être reportée en raison d'un problème de calendrier, que leurs parents l'avaient bien pris, que ce n'était pas grave, que l'important était d'être ensemble. Je l'ai regardé. Je lui ai demandé si c'était ce qu'ils avaient vraiment dit à Bernardo et Hortensia, que c'était un problème de calendrier. Il a soutenu mon regard un instant, puis a détourné les yeux. Il m'a dit que ce n'était pas le moment de compliquer les choses, que c'était l'anniversaire de ses parents, que pour une nuit, nous pouvions tous nous comporter comme des adultes et laisser les problèmes pour plus tard. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord sur le fait de se comporter comme des adultes, et que c'était précisément pour cette raison que je n'allais pas faire semblant que rien ne s'était passé si quelqu'un me posait directement la question. Valentine a pincé légèrement les lèvres, a hoché la tête lentement, et s'est éloignée de l'autre côté de la cuisine. La soirée a continué. Il y a eu des toasts, il y a eu des photos. Hortensia était magnifique dans une robe bleu marine que Graciella l'avait aidé à choisir. Bernardo a prononcé un discours court mais sincère. Un de ceux qui ne sont pas préparés à l'avance et qui, pour cette même raison, vont plus loin. Il a parlé de ses 50 années avec la simplicité d'un homme qui n'a pas besoin de fioritures pour dire ce qu'il ressent. Il a dit que les seules choses dont il avait eu besoin dans sa vie étaient le travail, la foi, et la bonne femme à ses côtés. Hortensia s'est essuyé les yeux avec une serviette pliée. Toute la pièce a applaudi. J'ai applaudi, moi aussi. Et je le pensais, parce que ce moment était réel. Cet amour était réel. Ce qui n'était pas réel, c'était le cadeau que Graciella leur avait promis. Et cette différence avait de l'importance. C'est après le dîner que c'est arrivé. Nous en étions au dessert quand l'une des tantes, avec le naturel de quelqu'un qui ne sait pas qu'il marche sur un champ de mine, a demandé à haute voix à Graciella quand les grands-parents partiraient pour cette fameuse croisière dont tout le monde avait entendu parler. Elle a dit que son ami lui avait dit que c'était un navire incroyable, qu'on lui avait dit que c'était le voyage de luxe le plus spectaculaire qui existait, et qu'elle était verte de jalousie. Le silence qui a suivi cette question était de ceux que l'on ressent physiquement, comme si l'air de la pièce avait changé de température en une demi-seconde. Graciella a souri, mais cette fois, le sourire n'a pas tout à fait pris. Il s'est arrêté à mi-chemin, comme une photo prise au mauvais moment. Elle a dit qu'ils étaient encore en train de régler les détails, que ces choses prenaient du temps, qu'ils auraient des nouvelles bientôt. La tante a dit à quel point c'était excitant, que 100 000 $ c'était un cadeau incroyable. Que Armando était un homme très généreux.
Et tous les yeux à la table se sont tournés vers moi. Je ne sais pas exactement quelle expression j'avais à ce moment-là. Je sais ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti la pression de tous ces yeux qui attendaient que je dise quelque chose qui confirmerait la version de Graciela. Que j'approuve, que je dise oui, que c'était un plaisir, que Bernardo et Hortensia le méritaient. De faire ce que j'avais toujours fait, couvrir, soutenir, payer. Même si, cette fois-ci, c'était avec mon silence plutôt qu'avec mon argent. J'ai regardé Bernardo. Il me regardait avec cette façon bien à lui, qui ne demandait rien, mais qui voyait tout. Et dans son regard, il n'y avait aucune attente. Il y avait quelque chose qui ressemblait plutôt à une question honnête, comme s'il voulait lui aussi connaître la vérité, mais ne savait pas comment la demander sans causer de tort. J'ai pris une gorgée d'eau, j'ai posé le verre sur la table avec précaution, et j'ai dit avec un calme qui m'a surpris que la croisière était un sujet que Graciela et moi étions encore en train de régler entre nous, que ce soir était fait pour célébrer Bernardo et Hortensia. Pas pour parler de cadeaux. Et que le plus important, c'était que nous soyons tous ensemble. C'était une réponse diplomatique. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. C'était suffisant pour dévier la conversation sans créer un esclandre à table. La tante a hoché la tête et a changé de sujet. Quelqu'un a fait une blague. La tension est redescendue de quelques crans, mais Bernardo a continué à me regarder. Après le dessert, quand les gens ont commencé à se déplacer plus librement dans la maison, Bernardo m'a cherché. Il m'a trouvé sur le patio, seul, avec une tasse de café qui refroidissait entre mes mains. Il s'est assis sur la chaise à côté de moi sans rien dire au début. Nous sommes restés un moment en silence, à regarder le jardin, à écouter le bruit de la fête à l'intérieur. Puis il m'a dit, sans me regarder directement, « Armando, tu n'as pas à me faire de cadeau. Je ne t'en ai jamais demandé un. » Je l'ai regardé. Il continuait de regarder le jardin. Il m'a dit qu'il était dans ce monde depuis 74 ans et qu'il avait appris à distinguer quand quelqu'un portait un fardeau qui n'était pas le sien. Il m'a dit que j'avais été un très bon gendre pendant de nombreuses années, trop bon parfois, et qu'il n'avait jamais su comment dire ça à sa fille sans que cela paraisse être une critique. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas quoi dire. C'était la dernière conversation que je m'attendais à avoir ce soir-là. Bernardo s'est levé, a posé une main sur mon épaule une seconde, et m'a dit que lui et Hortensia allaient très bien. Qu'ils avaient toujours été très bien avec ce qu'ils avaient. Que 50 ans de mariage ne se célèbrent pas avec des croisières. Ils se célèbrent avec ça, avec les gens qu'ils aiment autour d'une table. Puis il est rentré dans la maison. Je suis resté sur le patio avec mon café froid entre les mains, ressentant quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir ce soir-là. Ce n'était ni du soulagement, ni de la satisfaction. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à du respect. Le respect que l'on ressent quand quelqu'un vous voit vraiment, sans que vous ayez eu à vous expliquer, sans que vous ayez eu à vous défendre. Bernardo m'avait vu, et ce qu'il avait vu ne lui semblait pas mauvais. À l'intérieur, j'ai entendu la voix de Graciela s'élever un peu. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais je pouvais distinguer le ton. C'était le ton de quelqu'un qui explique quelque chose qu'il ne veut pas expliquer. Valentine a répondu quelque chose à voix basse. Hortensia a dit quelque chose aussi. La conversation a duré peut-être 3 minutes, puis elle s'est éteinte. Je me suis levé, je suis entré dans la maison, j'ai cherché Hortensia, je l'ai serrée dans mes bras, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire, pour de vrai, avec les mots qui sortent quand ils sont sincères et pas quand ils relèvent du protocole. Elle m'a serré fort dans ses bras, a murmuré « merci », sans préciser pourquoi. Une étreinte. Bernardo a également dit au revoir aux autres. Graciela m'a suivi jusqu'à la porte. Dehors, dans l'obscurité du porche, avant que j'arrive à la voiture, elle m'a dit d'une voix basse et tendue que ce n'était pas fini, que quand on rentrerait à la maison, il faudrait vraiment qu'on parle, qu'elle ne comprenait toujours pas ce que j'essayais de prouver avec tout ça. Je l'ai regardé un instant, je lui ai dit que je n'essayais de rien prouver, que la seule chose que j'avais faite c'était d'arrêter de payer les conséquences de ses décisions, et que ce n'était pas une démonstration. C'était simplement ce qui était juste. Je suis monté dans la voiture, j'ai conduit jusqu'à la maison seule. Graciela est restée encore un peu à la fête. Et en conduisant dans ces rues que je connaissais par cœur, je me disais que la conversation qui s'annonçait n'allait pas être facile. Mais je me disais aussi que je n'en avais plus peur.
L'homme qui avait peur de ces conversations avait cessé d'exister sur le parking d'une banque 2 jours plus tôt, avec un téléphone à la main et une décision prise. Cet homme ne vivait plus en moi. Je suis arrivé à la maison avant Graciela. Je me suis assis dans le salon sans allumer la télévision, sans mon téléphone à la main, sans aucune distraction. Il n'y avait que moi dans le silence de cette maison que j'avais payée pendant 22 ans. Et qui, ce soir-là, semblait différente. Pas plus petite, pas plus froide, juste différente. Comme un endroit qu'on connaît déjà par cœur, mais que l'on voit soudain avec de nouveaux yeux parce que quelque chose en vous a changé et que cela change aussi votre façon de voir tout le reste. J'ai pensé à Bernardo, à ce qu'il m'avait dit sur le patio. Tu as été un très bon gendre pendant de nombreuses années, trop bon parfois. Il l'avait dit sans accusation, sans drame, avec cette sérénité des hommes qui ont vécu assez longtemps pour ne pas avoir besoin de gonfler les choses pour les rendre importantes. Et ces mots tournaient dans ma tête depuis que j'avais quitté sa maison. Trop bon. Non pas parce qu'être bon était le problème, mais parce que j'avais confondu être bon avec être infini. J'avais confondu l'amour avec l'obligation de n'avoir aucune limite. Et cette confusion m'avait coûté 22 ans de silence et une somme d'argent que je n'avais même plus envie de calculer. J'ai entendu la voiture de Graciela entrer dans le garage 40 minutes plus tard. La porte, ses pas dans le couloir, le bruit de ses clés sur la table de l'entrée, puis le silence de quelqu'un qui décide de la façon d'entamer une conversation qu'il sait ne pas pouvoir éviter. Elle est entrée dans le salon, m'a regardé. Je l'ai regardée. Aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. C'était l'une de ces pauses qui ne sont pas vides, mais tout le contraire, pleine de tout ce qui est sur le point d'être dit et qui n'a pas encore trouvé la manière exacte de sortir. Elle s'est assise, pas en face de moi, mais cette fois à côté de moi sur le même canapé, en laissant toutefois un espace entre nous, comme si, même dans sa façon de s'asseoir, elle négociait la distance. Elle m'a dit que ses parents étaient confus, qu'Hortensia lui avait demandé directement s'il y avait un problème entre nous, qu'elle n'avait pas su quoi répondre, qu'elle avait passé la dernière heure de la fête à se sentir comme la pire fille du monde devant toute sa famille. Et qu'elle voulait que je comprenne ce qu'elle me disait non pas comme une accusation. C'était, selon elle, pour mon information. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai demandé comment elle s'était sentie pendant les 10 dernières années. Chaque fois que je rentrais à la maison fatigué après une journée de 12 heures, sachant que l'argent que j'avais gagné allait être utilisé pour des choses que je n'avais pas décidées. Je lui ai demandé si elle avait déjà pensé à ce que je ressentais quand je découvrais des dépenses sur le relevé que personne ne m'avait consulté. Je lui ai demandé si elle s'était déjà demandé pourquoi je travaillais le week-end pendant qu'elle voyageait avec sa mère. Elle m'a regardé avec une expression qui mêlait l'inconfort à quelque chose qui se voulait de l'indignation, mais qui n'y parvenait pas vraiment, parce que quelque part en dessous de tout ça, elle savait que ce que je disais était vrai. Elle m'a dit que je ne m'étais jamais plaint, que si quelque chose me dérangeait, j'aurais dû le dire. Qu'elle n'était pas télépathe. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que je ne m'étais pas plaint, que j'étais resté silencieux trop longtemps, et que c'était quelque chose que je devais reconnaître. Mais que mon silence n'était pas une autorisation, que le fait que je n'ai rien dit ne signifiait pas que tout allait bien. Cela signifiait que j'avais fait l'erreur de croire que les choses se résoudraient d'elles-mêmes, ou qu'à un moment donné, elle remarquerait d'elle-même ce qui se passait et déciderait de changer. Et j'avais fait cette erreur, mais les conséquences de cette erreur ne pouvaient plus m'appartenir à moi seul. Silence. Puis Graciela a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a dit qu'elle avait sincèrement cru que nous allions bien. Que ce que j'appelais le schéma de l'abus, elle l'avait vécu comme une façon de fonctionner ensemble. Que dans sa famille, c'est comme ça que tout avait toujours fonctionné. Que celui qui pouvait aider aidait. Que celui qui en avait le plus donnait le plus. Qu'elle n'avait jamais vu ça comme quelque chose d'injuste, car c'était ce qu'elle avait vu toute sa vie. Je l'ai regardé et, pour la première fois dans cette conversation, j'ai ressenti quelque chose de différent. Pas de la colère, pas de la distance. Quelque chose qui ressemblait plutôt à la tristesse de comprendre que deux personnes peuvent vivre la même vie et la vivre de manière complètement différente. Que Graciela n'était pas nécessairement un monstre calculateur qui avait entrepris de m'utiliser dès le début. Elle était quelqu'un qui avait grandi dans un système et qui n'avait jamais remis ce système en question parce que personne ne lui avait jamais appris à le faire. Et j'étais entré dans ce système sans le comprendre, sans lui donner de nom, et j'y étais resté pendant 22 ans parce que je n'avais pas su comment en sortir non plus. Cela ne rendait pas les choses justes. Cela ne changeait rien aux années, ni à l'argent,
ni à la fatigue. Mais cela rendait la situation plus complexe qu'une simple histoire de méchants et de victimes. Je le lui ai dit. Je le lui ai dit prudemment, mais je le lui ai dit. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle n'avait pas vu ce que je voyais. Qu'il était probablement vrai qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser consciemment, mais que l'intention n'effaçait pas les faits. Que je m'étais senti seul dans ce mariage depuis longtemps. Que je m'étais senti invisible, que je m'étais senti comme une fonction plutôt qu'une personne, et que ce sentiment, accumulé au fil des ans, était ce qui m'avait conduit à prendre la décision que j'avais prise. Graciela a mis du temps à répondre. Quand elle l'a fait, sa voix a semblé différente, plus basse, moins sur la défensive. Elle m'a demandé si je voulais rester marié avec elle. La question m'a surpris. Non pas parce que je ne m'y attendais pas éventuellement, mais parce qu'elle est venue plus tôt que je ne le pensais, et parce qu'au moment où je l'ai entendue, j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse immédiate, et que l'absence de réponse immédiate était en soi une réponse. Je ne lui ai pas dit non cette nuit-là, je ne lui ai pas non plus dit oui. Je lui ai dit que c'était une question que nous devions tous les deux prendre au sérieux, à laquelle on ne pouvait pas répondre en une nuit, après une fête, avec la fatigue de tout ce qui s'était passé pesant sur nos épaules. Je lui ai dit que ce que je savais, c'était que les choses ne pouvaient pas continuer comme elles l'avaient été. Que s'il y avait une quelconque chance pour que ce mariage fonctionne d'une manière différente, cela nécessiterait de vrais changements. Pas des promesses, pas des intentions, des changements réels et concrets qui pourraient être vus et mesurés avec le temps. Elle m'a demandé quel genre de changement. Je lui ai dit que, pour commencer, elle devrait avoir ses propres finances, ses propres revenus, son propre compte. Qu'elle devrait cesser de vivre comme si mon argent était une ressource illimitée à laquelle elle avait droit simplement parce qu'elle était ma femme. Que toute dépense importante devait être décidée à deux, et non annoncée lors de dîners de famille comme un fait accompli. Que Valentine et les autres membres de sa famille devaient cesser d'être ma responsabilité financière. Et que si, à un moment quelconque, elle voulait aider sa famille avec de l'argent, elle devrait le faire avec l'argent qu'elle aurait elle-même gagné. Pendant que je lui disais tout cela, je l'observais. Je voyais comment son visage traitait chaque point. J'ai vu le moment où elle a voulu m'interrompre et a décidé de ne pas le faire. J'ai vu l'effort que cela lui demandait d'écouter sans se défendre. Et j'ai aussi vu, vers la fin, quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. J'ai vu quelqu'un qui écoutait vraiment. Pas nécessairement qui était d'accord, pas nécessairement prêt à changer du jour au lendemain, mais qui écoutait. Quand j'ai eu fini, Graciela est restée silencieuse pendant un bon moment. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, que tout ce que j'avais dit faisait beaucoup à assimiler en une seule nuit, qu'elle ne voulait pas me répondre sous le coup de l'émotion et dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas assumer par la suite. Je lui ai dit que c'était très bien. Que le temps n'était pas le problème. Le problème avait toujours été le manque d'honnêteté. Et que si nous allions être honnêtes maintenant, même s'il était tard, cela nécessitait du temps. Nous nous sommes couchés cette nuit-là sans avoir rien résolu, mais aussi sans faire semblant que tout allait bien. Et cette différence, aussi minime qu'elle puisse paraître, était en réalité immense. C'était la première nuit depuis de nombreuses années où les choses entre nous étaient exactement ce qu'elles étaient. Pas de couche, pas de fioritures, pas de mise en scène d'un mariage heureux qu'aucun de nous n'avait vraiment vécu. Je me suis endormi en pensant à ce qui allait arriver. Non pas avec peur, mais avec la conscience de quelqu'un qui sait que le chemin à parcourir est difficile, mais qui sait aussi que le chemin laissé derrière était insoutenable. Et qu'entre le difficile et l'insoutenable, il faut toujours choisir le difficile. Dehors, la ville a continué avec son bruit habituel. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti à l'intérieur de ma propre vie. Non pas en train de flotter au-dessus, ni de la porter par en dessous, à l'intérieur, présent, réel. Demain allait être un autre jour. Et cet autre jour allait être différent de tous les précédents. Je ne savais pas encore exactement comment, mais il allait l'être, de ça j'en étais tout à fait sûr. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Il n'y a pas eu de grosses disputes, ni de portes claquées, ni de valises à la porte, ni de scènes dramatiques pouvant être facilement résumées en une seule image. Ce qu'il y a eu, c'était quelque chose de plus difficile à décrire et, d'une certaine manière, plus difficile à vivre. Il y avait une nouvelle distance entre Graciela et moi. Non pas la distance glaciale de deux personnes qui se détestent, mais la distance inconfortable de deux personnes qui se connaissent trop bien et qui doivent soudainement se regarder avec de nouveaux yeux. Comme lorsque vous regardez un tableau sur le même mur depuis si longtemps que vous ne le voyez plus vraiment.
et un jour, quelqu'un le déplace de quelques centimètres, et soudain vous ne pouvez pas vous empêcher de le regarder parce qu'il n'est plus exactement là où vous l'attendiez. Graciela se levait tôt, prenait son petit déjeuner seule, sortait. Parfois elle me disait où elle allait, et parfois non. Je ne posais pas de questions. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je comprenais qu'elle était dans un processus qui nécessitait de l'espace. J'étais dans un processus, moi aussi. Le mien était plus silencieux, plus intérieur, mais non moins réel pour autant. C'était le processus d'un homme qui avait pris une décision énorme et qui devait maintenant vivre avec les conséquences de cette décision, sans savoir encore exactement où elle le mènerait. Pendant des jours après la célébration des noces d'or, Valentine m'a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix n'avait pas l'urgence ni la pression des messages précédents. Elle semblait plus calme, presque inconfortable, comme quelqu'un qui appelle pour dire quelque chose qu'il ne sait pas vraiment comment dire. Il m'a dit qu'il avait réfléchi, qu'il avait parlé avec Graciela, qu'il avait aussi parlé avec ses parents, et qu'il voulait s'excuser. Je ne m'y attendais pas. Il m'a dit que, pendant des années, il avait présumé que j'étais d'accord avec tout, qu'il n'avait jamais trop pensé d'où venait l'argent, parce que l'argent était toujours là, qu'il avait été confortable de ne pas y penser, et que maintenant qu'il avait été forcé d'y penser. Il réalisait que cela avait été injuste. Pas seulement avec la croisière, mais avec beaucoup de choses précédentes, avec les prêts qu'il n'avait jamais remboursés, avec les fois où il avait demandé sans s'assurer que c'était le bon moment, avec la façon dont il avait traité ma générosité comme si c'était une obligation plutôt qu'un choix. J'ai écouté en silence. Quand il a fini, je lui ai dit que j'appréciais qu'il me dise cela. Que ce n'était pas facile d'admettre ce genre de choses, et que le fait qu'il le fasse avait de l'importance. Mais je lui ai aussi dit que les mots seuls ne concluaient rien. Que s'il voulait que les choses soient différentes entre nous, il devrait le prouver avec des actions concrètes sur la durée, pas dans un appel téléphonique de 10 minutes. Sur la durée. Il a dit qu'il comprenait, qu'il essaierait. Nous avons raccroché. J'ai pensé à cet appel plus longtemps que je ne m'y attendais. Valentine n'avait jamais été mon ennemi. C'était un homme qui avait grandi dans la même dynamique que Graciela, qui avait appris les mêmes règles qu'elle, et qui les avait appliquées sans les remettre en question, car personne ne lui avait jamais demandé de les remettre en question. Cela ne les absolvait de rien. Mais cela le rendait humain. Et j'avais besoin de me rappeler que les personnes qui m'avaient blessé étaient humaines. Non pas parce que cela justifiait le mal, mais parce que cette perspective était la seule qui me permettait de sortir de cette histoire sans porter une haine qui pèserait plus sur moi que sur eux. La semaine suivante, Graciela m'a dit qu'elle avait commencé à chercher du travail. Elle me l'a dit un soir dans la cuisine, pendant que nous préparions tous les deux le dîner en silence, avec cette nouvelle prudence de deux personnes qui apprennent à bouger dans le même espace sans se bousculer. Elle me l'a dit en passant, presque comme si c'était un fait sans importance. Mais je savais que ce n'était pas un fait sans importance. C'était le premier geste concret, le premier des véritables changements dont nous avions parlé cette nuit-là après la fête. Je n'ai pas fait de grands commentaires. Je ne l'ai pas félicité avec exagération. Je ne lui ai pas non plus posé 20 questions. J'ai simplement dit que je trouvais ça bien, et nous avons continué à cuisiner. Mais quelque chose dans ce moment était différent. Quelque chose de petit mais de réel. Comme le premier millimètre de mouvement de quelque chose qui était resté complètement immobile depuis trop longtemps. Ce qui n'a pas été petit, ce qui n'a pas été silencieux, c'est la conversation que nous avons eue 10 jours après la fête. Cette conversation a été difficile. Une des vraies conversations difficiles, le genre qui n'a pas de musique de fond, ni d'éclairage doux, ni de mots parfaitement choisis. C'était une longue conversation, assis à la table de la cuisine, avec des tasses de café qui ont refroidi sans qu'aucun de nous ne les boive, parce qu'aucun de nous ne voulait interrompre ce que l'autre disait pour faire quelque chose d'aussi trivial que de prendre une gorgée de café. Graciela m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle avait parlé avec une thérapeute. Une seule séance pour le moment, mais cette séance lui avait fait voir des choses qu'elle n'avait pas vues depuis des années. Elle m'a dit que la thérapeute lui avait demandé ce qu'elle apportait au mariage, et que la première réponse qui lui était venue était « de la compagnie ». Et que lorsque la thérapeute lui avait demandé d'être plus spécifique, Graciela avait réalisé qu'elle n'avait pas de réponse plus spécifique. Qu'elle avait construit son rôle au sein du mariage autour de l'idée de recevoir, et non de donner. Et que cette prise de conscience, dite à voix haute devant une étrangère, l'avait blessée d'une façon à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle me l'a dit avec une honnêteté que je ne lui avais pas vue depuis longtemps, peut-être même jamais avec une telle clarté.
Et j'ai écouté sans l'interrompre, sans profiter du moment pour ajouter d'autres arguments en ma faveur, sans faire ce qu'on fait parfois quand quelqu'un admet enfin quelque chose qu'on voulait qu'il admette depuis des années. Et où l'on utilise ce moment pour déballer tout ce qu'on a accumulé. Quand elle a fini, je lui ai dit que j'appréciais qu'elle me dise cela. Que ça n'avait pas dû être facile à entendre, mais que c'était la version d'elle la plus honnête que j'avais vue depuis des années, et que cette honnêteté était exactement ce dont nous avions besoin depuis longtemps. Elle m'a demandé s'il était trop tard. Je suis resté silencieux un instant. C'était la question la plus importante de toutes, et aussi la plus difficile. Parce que la réponse honnête n'était ni oui, ni non. C'était quelque chose de plus compliqué. Je lui ai dit que je ne savais pas s'il était trop tard pour notre mariage, que cela dépendait de choses qui n'étaient pas encore arrivées, de décisions qu'elle devait encore prendre et maintenir, de changements que je devais encore voir pour pouvoir y croire. Je lui ai dit que ce que je savais, c'était que ce que nous avions eu jusqu'à présent ne pouvait plus continuer d'exister. Que le mariage que nous avions eu n'existait plus, et que s'il y avait quelque chose de nouveau à construire, cela devrait être construit sur des fondations complètement différentes. Sans les anciennes dynamiques, sans les anciens rôles, sans l'idée que j'étais celui qui produisait et qu'elle était celle qui dépensait, sans qu'aucun de nous n'en parle parce que, c'est comme ça que ça fonctionnait et c'est tout. Graciela a hoché la tête lentement, avec cette façon d'acquiescer qu'ont les gens lorsqu'ils traitent quelque chose de difficile à accepter, mais qu'ils savent être vrai. Elle m'a dit qu'elle voulait essayer, qu'elle voulait que nous allions en thérapie ensemble, qu'elle voulait apprendre à faire les choses différemment. Qu'elle ne savait pas si elle pourrait tout changer du jour au lendemain, car les schémas d'une vie ne se brisent pas en une semaine, mais qu'elle voulait vraiment essayer. Je lui ai dit que je voulais essayer, moi aussi. Et que c'était la seule chose que je pouvais dire avec honnêteté à ce moment-là, que je voulais essayer. Non pas que j'étais sûr que ça marcherait, non pas que tout irait bien. Mais que je voulais essayer. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit pour la première fois depuis le dîner des noces d'or. Il n'y a eu aucun geste romantique, aucune réconciliation digne d'un film. Il y avait deux personnes fatiguées qui se sont endormies dans le même espace avec la conscience que quelque chose avait changé et que le chemin à parcourir était long et incertain. Mais qu'au moins, pour la première fois depuis longtemps, c'était un chemin qu'ils choisissaient tous les deux les yeux ouverts. 2 semaines plus tard, Graciela a trouvé un emploi. C'était un poste administratif dans une entreprise de design. Ce n'était rien de spectaculaire en termes de salaire, mais c'était un vrai début. Son propre revenu, son propre argent. La première fois en 22 ans qu'elle allait contribuer financièrement à notre vie de manière concrète et soutenue. Le premier jour où elle a été payée, elle est rentrée à la maison avec un petit sac. Elle me l'a tendu sans rien dire. À l'intérieur, il y avait un portefeuille. Pas cher, simple, de ceux qui sont beaux mais qui ne coûtent pas une fortune. Elle m'a dit qu'elle l'avait acheté avec son premier salaire, qu'elle voulait que j'aie quelque chose acheté avec l'argent qu'elle avait gagné. Je l'ai regardé, j'ai regardé le portefeuille, et j'ai ressenti quelque chose que je n'arrivais pas vraiment à nommer à ce moment-là, mais que maintenant, avec le recul, je reconnais comme le début de quelque chose. Pas un rétablissement complet, pas un pardon instantané, pas la fin heureuse d'une histoire qui avait été trop compliquée pour avoir des fins faciles. Mais le début de quelque chose de différent. Une petite fissure dans le mur qui avait été érigée entre nous. Une fissure par laquelle il n'entrait pas encore beaucoup de lumière, mais par laquelle quelque chose commençait à entrer. Je l'ai remercié, j'ai mis le portefeuille dans ma poche, et j'ai pensé à tout ce qu'il en avait coûté pour en arriver à ce moment. Aux années de silence. Aux relevés épluchés au petit matin, aux $800. Aux $4000 d'une entreprise de boulangerie, aux $3000 pour Valentine, aux $100 000 qui ont failli sortir sans mon consentement. À cette matinée sur le parking de la banque, le moteur coupé et la main toujours sur le volant, en train de prendre une décision dont aucun de nous ne savait encore où elle nous mènerait. Elle nous avait menés ici. Dans une cuisine, avec un portefeuille bon marché, vers 2 personnes qui apprenaient sur le tard, mais pour de vrai, à se voir. Ce n'était pas tout, mais c'était déjà ça. Et après 22 ans, quelque chose de réel valait plus que n'importe quoi de parfait. Cela fait 8 mois depuis ce matin-là sur le parking de la banque. 8 mois depuis que j'ai bloqué les cartes, fermé les comptes, et pris la décision qui a tout changé. Et si quelqu'un me demandait aujourd'hui comment je vais, je ne donnerais pas une réponse simple. Parce que la vraie vie ne fonctionne pas avec des réponses simples. La vraie vie fonctionne avec des couches, avec des contradictions, avec des bons jours qui arrivent sans prévenir et des jours difficiles qui ne demandent pas non plus la permission d'apparaître.
Avec de petits progrès qui, parfois, ne sont visibles que lorsque l'on regarde en arrière et que l'on réalise à quel point on est loin de là où on a commencé. Graciela et moi sommes toujours ensemble. C'est la première chose que je dirais. Non pas parce que c'est le plus important, mais parce que je sais que c'est ce que beaucoup de gens voudraient savoir. Nous sommes toujours ensemble, mais plus de la même manière. Pas avec les mêmes règles. Pas avec les mêmes règles. Le mariage que nous avons aujourd'hui ne ressemble pas à celui que nous avions il y a un an. Et cette différence n'est pas décorative. Elle est structurelle. Elle est réelle. C'est le résultat de mois de thérapie, de conversations inconfortables, de moments où l'un de nous a voulu abandonner et a décidé de ne pas le faire, et d'une honnêteté qui parfois blesse. Mais qui est la seule chose qui nous ait permis de continuer à construire quelque chose qui vaut la peine d'être construit. La thérapeute s'appelle Estefania. C'est une femme directe, de peu de mots, mais ceux qu'elle prononce ont du poids. Dès la première séance, elle nous a fait comprendre qu'elle n'était pas là pour donner raison à l'un de nous deux, mais pour nous aider à nous voir clairement. Au début, cela m'a mis mal à l'aise. J'arrivais à ces séances en croyant, sans le dire à haute voix, que j'étais celui qui avait le plus raison, celui qui avait le plus souffert, celui qui avait porté le plus de choses. Et à bien des égards, c'était vrai. Mais Estefania m'a appris quelque chose que je ne m'attendais pas à apprendre dans ce processus. Elle m'a appris qu'avoir raison et être libre sont deux choses différentes. Que je pouvais avoir complètement raison et rester prisonnier de la colère, du ressentiment, du besoin que Graciela reconnaisse chaque erreur de chaque année passée. Et que cette prison, même si elle était construite avec des raisons valables, n'en restait pas moins une prison. Cela m'a coûté plus que je ne l'espérais. Il y a eu une séance, au cours du 3e mois, où Estefania m'a demandé ce dont j'avais besoin pour lâcher ce ressentiment. Non pas pour oublier, non pas pour faire semblant que ce n'était pas arrivé, mais pour lâcher prise. Pour arrêter de le porter comme si cela faisait partie de mon identité. Et je suis resté silencieux pendant un temps qui m'a semblé très long, à fixer le sol de ce bureau. Et j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse claire. Que j'avais passé tellement de temps à accumuler, à sauvegarder, à classer chaque injustice dans cet endroit où je ne laissais entrer personne, que je ne savais pas comment vider ce dossier. Je ne savais même pas si je voulais le vider, car d'une certaine manière, ce dossier m'avait aussi défini. L'homme qui endure, celui qui porte tout, celui qui ne se plaint jamais. Cet homme, c'était moi. Et sans ce poids, qui étais-je? J'ai ramené cette question à la maison avec moi. Je l'ai gardée avec moi pendant des semaines. Et la réponse que j'ai lentement trouvée, sans qu'elle n'arrive d'un coup, a été que j'étais bien plus que ce poids. Que sous 22 ans de silence et d'endurance, il y avait un homme qui avait des opinions, qui avait des limites, qui avait ses propres désirs qu'il avait tellement repoussés qu'il ne se souvenait presque plus de ce qu'ils étaient. Un homme qui aimait la musique, mais qui n'était pas allé à un concert depuis des années parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent à régler. Un homme qui avait voulu voyager dans certains endroits, mais qui n'y était jamais allé parce que l'argent avait toujours une autre destination. Un homme qui avait des amis qu'il avait peu à peu cessé de voir sans s'en rendre compte, parce que sa vie était devenue tellement remplie des besoins des autres qu'il ne restait plus de place pour les siens. J'ai commencé à me réapproprier ces choses, lentement, sans en faire un manifeste ou une déclaration d'indépendance dramatique. J'ai juste commencé à dire oui aux choses qui comptaient pour moi. Je suis allé voir un ami que je n'avais pas vu depuis 3 ans. J'ai acheté des billets pour un concert. J'ai commencé à faire de l'exercice 3 fois par semaine. Pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que j'en avais envie. De petites choses, mais les miennes, complètement les miennes. Graciela l'a remarqué. Elle ne l'a pas dit immédiatement, mais elle l'a remarqué. Et il y a eu un moment, quelques semaines plus tard, où elle m'a dit que j'avais l'air différent. Qu'elle ne pouvait pas l'expliquer exactement, mais que je semblais plus présent, plus réel. Elle a dit, plus toi. Je lui ai demandé si elle trouvait ça bien ou si cela la mettait mal à l'aise. Elle m'a répondu les deux. Qu'elle apprenait à se lier à un Armando qui avait des limites et qui les fixait. Et que c'était parfois difficile pour elle, parce que ce n'était pas ce qu'elle avait connu. Mais que ça lui semblait aussi plus honnête. Qu'elle préférait un homme qui disait non quand il était approprié de dire non, plutôt qu'un homme qui disait toujours oui et accumulait de la rancœur en silence. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années, et je l'ai reçue comme telle. Avec Valentine, les choses ont également changé. Pas de façon spectaculaire.
il n'y a pas eu de grande conversation de réconciliation ou de moment de film où tout est résolu par une étreinte. Ce qu'il y a eu, c'était quelque chose qui ressemblait davantage à la vraie vie. Valentine a trouvé un emploi stable, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il a commencé à gérer son propre argent avec un certain sens des responsabilités. Au bout de 3 mois, il m'a viré $500 sans prévenir, sans explication, avec juste un message qui disait « Une partie de ce que je te dois. Je vais continuer. » Je l'ai lu plusieurs fois. $500 sur les milliers qui n'étaient jamais revenus. C'était peu. C'était symbolique, mais c'était réel. Et le réel, aussi petit soit-il, vaut toujours plus que le parfait qui n'existe pas. J'ai répondu par un court message. Je lui ai dit que je l'avais reçu, que je l'avais vu, et qu'il devait continuer comme ça. 2 mois plus tard, il m'en a envoyé 300 de plus. Pas de message cette fois, juste un virement. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste noté et j'ai continué. Avec Bernardo et Hortensia, les choses ont trouvé leur propre chemin. Je suis allé les voir un dimanche, seul, sans Graciela. J'ai apporté de la brioche et du café, comme je le faisais avant que tout ne se complique. Nous nous sommes assis sur leur patio, celui-là même où Bernardo m'avait dit cette phrase sur le fait d'être « trop bon ». Et nous avons passé un long moment à parler de choses sans importance, du temps qu'il faisait, d'une émission qu'il regardait, d'un voisin qui avait peint sa maison d'une couleur que Bernardo trouvait horrible. À un moment donné, Hortensia a pris ma main sans rien dire. Elle l'a juste prise et l'a tenue un instant. Et dans ce simple geste, il y avait tout ce qu'aucun de nous trois n'avait besoin de dire à haute voix. Que je les aimais. Que ce qui s'était passé n'était pas contre eux. Que 50 ans de véritable amour méritaient le respect. Pas une croisière à $100 000 que personne n'avait demandé et que quelqu'un avait promise sans permission. Quand je suis parti cet après-midi-là, Bernardo m'a accompagné jusqu'à la voiture. Avant de me dire au revoir, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Il m'a dit qu'un homme qui sait quand dire non vaut plus que celui qui dit toujours oui. Que cela ne le rendait pas moins généreux. Cela le rendait plus fiable. Parce que quand cet homme dirait oui, cela signifierait quelque chose pour de vrai. Je suis rentré chez moi en pensant à cette phrase, à ce qu'elle signifiait. À ce qu'il m'avait coûté d'apprendre cette leçon, à toutes les fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. À toutes ces années où j'avais confondu l'amour avec l'absence de limite. À cette idée qu'être un bon mari, un bon gendre, un bon beau-frère, signifiait être toujours disponible, toujours disposé, toujours avec le carnet de chèques prêt avant même qu'il n'ait fini de demander. Cette idée m'avait coûté 22 ans. Elle m'avait coûté de l'argent que je n'allais pas récupérer. Elle m'avait coûté du temps qui ne reviendrait pas non plus. Mais elle m'avait aussi appris quelque chose que je n'aurais pas appris autrement. Elle m'avait appris que les limites ne sont pas des murs qui éloignent les personnes qui comptent pour vous. Elles sont la seule structure qui permet à une relation d'être réelle. Parce que sans limite, il n'y a pas 2 personnes qui se choisissent l'une l'autre. Il y a une personne qui soutient tout et une autre qui se laisse soutenir. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un accord qui ne fonctionne que jusqu'à ce que la personne qui soutient tout décide que ça suffit. J'avais décidé que ça suffisait. Et cette décision, prise en silence sur le parking d'une banque, avait brisé des choses qui avaient besoin d'être brisées. Elle avait secoué des personnes qui avaient besoin d'être secouées. Elle avait mis sur la table des vérités qui vivaient en dessous depuis des années. Et elle avait ouvert, au milieu de toute cette douleur et de tout cet inconfort, une possibilité qui n'existait pas auparavant. La possibilité de construire quelque chose de différent. Pas parfait, pas sans cicatrice. Mais différent, honnête et réel. Ce matin, je me suis réveillé tôt. Graciela dormait encore. Je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé du café, je me suis assis devant la fenêtre. Le même rituel que toujours, mais différent. Tout est pareil à l'extérieur et tout est différent à l'intérieur. Parce que l'homme qui est assis devant cette fenêtre aujourd'hui n'est pas le même que celui qui y était assis il y a 1 an. C'est un homme qui a appris à 48 ans que l'argent que l'on gagne avec effort mérite le respect. Qu'un silence gardé trop longtemps n'est pas de la patience. C'est une dette que quelqu'un finira par payer tôt ou tard. Que le véritable amour ne demande à personne de disparaître dans la vie d'un autre. Et que dire non quand il est approprié de le dire n'est pas un acte de cruauté. C'est l'acte le plus honnête qui soit. J'ai bu mon café lentement, j'ai regardé la rue, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé et à tout ce qui restait à venir.
Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti avec autant de clarté depuis longtemps. J'ai ressenti que la vie que je vivais était la mienne, complètement la mienne. Et cela, après tout, c'était la seule chose que je n'avais jamais eue.